31 juillet, journée panafricaine des femmes, l'édition 2014 mémorable pour les Maliennes. Le gouvernement vient d'adopter le projet de loi portant sur l'accroissement du taux de leur représentativité dans les instances de décision. Nous y consacrons un dossier dans ce journal. Bientôt du biocarburant made in Mali, le ministre de l'Énergie a lancé hier à Sikasso les travaux de construction de la distillerie qui aura une production quotidienne de 5000 litres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans sa série de prises de contact avec les institutions de la République, une délégation de la Haute Cour de justice était reçue cet après-midi par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a mis l'accent sur le rôle de premier plan que joue la justice dans le développement de notre pays. Nous écoutons Abdrahman Niang, président de la Haute Cour de justice. Il est au micro de Kadidiatou Kone. Nous avons expliqué à Monsieur le Président de la République les activités que nous sommes en train de mener. Les activités que nous menons portent d'abord sur notre installation, la mise en question du siège que le gouvernement, le Premier ministre nous a promis, les rapports que nous avons avec la Cour suprême et la recherche d'échanges d'expérience avec les pays de la sous-région et les pays en dehors de la sous-région qui ont une expérience avérée en matière de travail de la Haute Cour de justice. Il était donc normal qu'on vienne rendre visite à la première institution. Il nous a donné des conseils. Il a surtout insisté sur la nécessité de la justice et rien que la justice. Seulement la justice et rien que la justice. Il nous a dit combien notre rôle est sensible, important pour les problèmes de développement institutionnel de notre pays. À la primature, le chef du gouvernement, lui, poursuit également sa série de rencontres avec les institutions de la République. Le sujet porte aujourd'hui sur le partage de la feuille de route relative au pourparlers d'Alger. Aujourd'hui, c'était au tour du Haut Conseil des collectivités territoriales qui a reçu des mains du Premier ministre les documents y afférents. Ibrahim Tchokari. Dernière étape de cette série de rencontres et de partage du contenu de la feuille de route des pourparlers inclusifs intermaliens d'Algérie avec les institutions de la République, le Haut Conseil des collectivités territoriales. La représentation nationale a apprécié cet exercice républicain du gouvernement. Je remercie le Premier ministre, le gouvernement d'une façon générale, pour la promptitude avec laquelle ils ont su communiquer les documents à temps. Et à lieu d'adresser également les remerciements à l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite de ce travail et qui ont utilisé une pédagogie, une diplomatie pour aboutir à cette fin. Et il nous reviendra aussi, nous les institutions, de ne pas ruminer l'information, mais plutôt de la passer à ceux pour lesquels nous sommes là. Pour sa part, après le partage de la feuille de route, le Conseil économique, social et culturel se reconnaît dans le document à lui présenté. Le Conseil, par ma voix, se reconnaît à travers ce document que le Premier ministre vient de nous présenter. Et nous pensons que pour une fois, toutes les préoccupations de toutes les sensibilités ont été prises en charge. Et aujourd'hui, la démarche qui est la sienne aujourd'hui, de venir auprès des institutions de la République pour partager ce contenu, et nous ne pouvons que saluer et remercier. Un exercice que le chef du gouvernement place sous le signe de la nécessaire appropriation. Appropriation des documents qui ont été conclus, mais appropriation du processus. Ce qui se passe actuellement autour des discussions pour établir la paix et la sécurité au nord de notre pays est l'affaire de tous les Maliens. Aujourd'hui, il n'y a pas de Malien qui, quand il est interrogé sur la première de ses préoccupations, ne dise le nord de notre pays. Qu'il soit à Kenyeba, qu'il soit à Sikasso, qu'il soit à Ségou, qu'il soit ailleurs, évidemment à Bamako. Donc, si c'est une question nationale, sa résolution doit être aussi nationale. Et sa résolution
doit associer toutes les composantes de la nation. Tout le monde ne peut pas être en Algérie autour de la table pour discuter. Nous avons des représentants légitimes qui font cet exercice pour le compte de l'ensemble des Maliens, mais tout le monde assurément doit être associé sous une forme ou une autre. À toutes les étapes, le Premier ministre a remis un lot de documents issus du premier round pour parler d'Algérie, tout en insistant sur le fait qu'ils seront vulgarisés avant la phase de discussion de fond prévue le 17 août 2014 en Algérie. Oui, après son audience avec le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales recevait dans ses locaux les membres du réseau des défenseurs des droits de l'homme du Mali et ceux du Bureau fédéral africain des jeunes pour la promotion de l'intégration africaine. Le contenu des échanges avec Aluseni Touré. L'intégration africaine est encore d'actualité et mieux dans l'esprit des jeunes africains. Les jeunes du Bureau fédéral africain pour la promotion de l'intégration africaine ont de grandes ambitions dans ce domaine. Le sujet a figuré au centre des échanges avec le président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ce combat peut porter et va porter. La jeunesse est interpellée pour une prise de conscience dans la mesure où, si vous regardez, les États développés aujourd'hui, les plus puissantes organisations aujourd'hui sont unies, contrairement à l'Afrique qui se divise. C'est la jeunesse de contribuer par sa responsabilité à l'unification africaine. Quant aux membres du réseau des défenseurs des droits humains au Mali, ils entament ainsi un lobbying avec les institutions pour promouvoir les droits humains au Mali. Nous sommes venus pour essayer d'échanger avec lui par rapport à la situation des droits humains au Mali. Et nous avons profité aussi pour lui montrer un certain nombre de documents que nous avons eu à élaborer, parce que nous avons maintenant mis en place un réseau des défenseurs des droits humains. Et ce réseau a pour but de faire en sorte que toutes les violations commises soient connues et soient traitées, pour que désormais dans ce pays il n'y ait plus d'impunité. Le président du Haut Conseil des collectivités a été très attentif à toutes ces sollicitations et s'est dit disposé à faire avancer ces différents dossiers. Et puis, ce communiqué relatif à la signature de la feuille de route sur le dialogue inclusif intermalien et à la déclaration de cessation des hostilités dans le septentrion malien. La plateforme des cadres et leaders Kel Tamashek pour l'unité nationale du Mali, dans ses déclarations, déclare avoir tiré une légitime fierté de l'issue heureuse de cette première phase des pourparlers intermaliens d'Alger en débouchant sur une feuille de route consensuelle. Félicite le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le gouvernement malien, les partenaires et amis du Mali, en tête desquels il faut citer l'Algérie. Les différents mouvements pour cette issue politique heureuse exhorte les parties signataires de la feuille de route et de la déclaration de cessation des hostilités, gouvernement malien, différents mouvements ainsi que les partenaires et amis du Mali à la plus grande vigilance pour prévenir tout risque de sabotage de cet acquis important pour la suite du dialogue. Demande avec insistance au gouvernement malien et à ses partenaires de tout mettre en œuvre pour faire cesser les conflits à caractère ethnique entre groupes armés qui prolifèrent dans le nord du Mali, conflits qui ne sont pas de nature à faciliter l'avènement tant attendu d'une paix durable et définitive au Mali. Enfin, la plateforme se tient à la disposition du gouvernement, des autres associations de la société civile et des partenaires et amis du Mali afin de promouvoir les synergies nécessaires et suffisantes pour parvenir à une paix durable et définitive au Mali en général et dans son septentrion, en particulier dans l'équité et la justice, conclut ce communiqué de presse. Suite au crash de l'avion d'Air Algérie, la cellule de crise mise en place par les autorités maliennes a tenu hier une conférence de presse. Elle s'est tenue à l'aéroport de Bamako-Sénou. Et puis, il a été procédé à la remise des prélèvements des tests ADN par le gouvernement malien à l'ambassadeur de France au Mali. Pour plus de précisions, nous écoutons le ministre des Transports. Il est au micro de Alpha Meiga. Aujourd'hui, je vous informe que sur le site de l'accident, il a été procédé à la récupération du reste des dépouilles qui ont été transférés à Bamako.
notre pays procédera à la conservation du reste des dépouilles en attendant les résultats des tests ADN permettant leur identification. À la demande de la France et dans le cadre de l'accord judiciaire entre nos deux pays, nous avons accepté le transfert des prélèvements ADN. Mon collègue de la justice et moi-même remettrons ce jour les 10 prélèvements à la partie française qui procédera au test ADN. Un officier de police judiciaire malien, le capitaine Sangaré, accompagnera ces prélèvements en France. Je rappelle que notre pays, étant le leader dans cette affaire, collabore avec tous les pays concernés afin que l'enquête se déroule dans de bonnes conditions et vous donnerons en temps réel dans les prochains jours les informations les plus fiables. Près de 300 milliards de francs CFA pour le raccordement des sociétés minières au réseau public d'électricité. Le projet était au centre d'une rencontre de haut niveau tenue hier entre le ministre des Mines, celui de l'Énergie et les responsables des 3 sociétés minières concernées. Un compte-rendu de Cheikh Oumar Sangaré. La rencontre porte sur les conditions et modalités de la fourniture de l'électricité publique aux sociétés minières de la place. Au centre des débats, le raccordement de la mine d'or de Sadiola qui entame sa seconde phase d'exploitation au réseau public de l'électricité. Par la suite, les mines d'or de Loulo et Gunkoto seront aussi raccordées au réseau de l'EDEM SA. Ce projet de 2 ans, qui coûtera près de 300 milliards de francs CFA, s'inscrit dans le cadre des nouvelles démarches de promotion du secteur minier entamées par le département. Il y a des accords qu'on avait faits dans le passé, au travers desquels l'État devait soutenir, à travers une subvention accordée à EDM, la fourniture de l'électricité aux sociétés minières. On veut sortir de ce type d'accord pour que l'électricité soit fournie à un prix de cession qui soit réel, qui soit compétitif et pour la société et pour l'État, et qui n'engage pas financièrement le ministère de l'économie et des finances. Les 3 plus grandes mines d'or opérant au Mali sont concernées par ce projet. Il s'agit de Randgold Resources Limited, d'Anglo Gold Ashanti et de son partenaire IAM Gold. Notre rôle, c'est de mettre les ressources naturelles de l'État à la disposition de toutes les parties prenantes, les investisseurs, la population. Mais la clé de ça, pour pouvoir mettre ça à la disposition des gens, la clé, c'est l'énergie. Electricity is a very important key. Si le projet que nous considérons, le projet de sulfure profond de Sadiola est réalisé, cela va amener de la production additionnelle pour nos compagnies, notamment au niveau de Randgold. Ça va créer aussi des emplois et ça va nous donner aussi des possibilités de croissance. À l'issue de la rencontre, les participants ont convenu de mettre en place une commission de travail regroupant les départements et structures techniques concernés, en plus des représentants des sociétés minières. Le document sur la réforme des armées a été soumis à la validation ce matin à l'école de maintien de la paix à Lumblonembey. C'était au cours d'un atelier qui a regroupé des Maliens officiers et la mission de l'EUTM, rencontre présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Un reportage de Sokona Kamisoko. Le Mali ambitionne de bâtir une armée de nos besoins tout en tirant les leçons de la crise sécuritaire qu'il a connue. C'est tout le sens de la réforme engagée en faveur de l'armée malienne. La tenue de l'atelier s'explique par le fait que l'on ne saurait concevoir une réforme de l'armée en dehors des composantes de la nation. C'est pourquoi la rencontre vise à permettre aux officiers maliens et européens de valider les documents de réforme. Celui-ci doit permettre de renforcer davantage la capacité opérationnelle de nos forces armées. La réforme dessine d'ici l'horizon 2018 la cartographie et l'organisation territoriale des forces armées, indique l'amélioration des conditions de vie de travail et détermine les plans de carrière des personnels des forces armées. Ce renouveau trouve sa meilleure expression dans et par le renforcement de la relation armée-nation, dont les meilleurs viatiques ont pour nom équipements et formations adaptées. Le document a été réalisé grâce à l'effort conjugué de nos forces armées et la mission de l'EUTM. À l'issue des travaux, un état des lieux a été dressé. Des études ont été réalisées avec l'accompagnement des experts de la mission EUTM qui reçoivent mes sincères remerciements pour la qualité exceptionnelle du travail abattu. Le chef du gouvernement nous a récemment assigné un contrat de performance
à exécuter d'ici fin novembre 2014. Ce document nous instruit entre autres tâches de concevoir et faire adopter une politique de défense, élaborer un plan d'occupation spatiale du territoire par les forces armées en accord avec le groupe armé, élaborer et soutenir une loi de programmation militaire, etc. Toutes ces tâches assignées ressortent dans la réforme des armées. Le ministre Daou se dit confiant au regard des défis à relever pour bâtir une armée de nos besoins. Le haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif échange avec les femmes leaders d'associations, Modibo Keïta, était venu au centre Awa Keïta pour les informer du processus de pourparlers d'Alger. Un reportage de Alpha Maïga. Voilà, quelques petits problèmes avec cette rencontre du haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif, Modibo Keïta, qui était donc venu aujourd'hui au centre Awa Keïta pour rencontrer les femmes et les informer du processus de ces pourparlers d'Alger. Si l'élément est prêt, on le regarde, sinon nous passons à l'élément suivant. Aujourd'hui, quand même, plus qu'hier, les femmes souffrent beaucoup. Parce que vu la situation qui est aujourd'hui nationale, n'est plus du Nord, c'est les femmes qui payent les prix. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes veuves. Nous avons de très jeunes femmes aujourd'hui qui sont des veuves. Nous avons beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont chefs de famille à l'occasion des sites. Hier, 31 juillet, était célébrée la journée panafricaine des femmes avec plusieurs activités au programme. Témoignages de femmes scientifiques, remise de cadeaux de première du 2F et du bac 2014, aussi le défilé des différentes communautés africaines vivant dans notre pays. Un reportage de Mahamadou Doumbia. Un autre aspect mémorable de cette journée de la panafricaine qui incite les femmes et les jeunes filles à suivre les filières scientifiques et technologiques, c'était le témoignage de 3 femmes scientifiques. Il s'agit de Mme Kone Bintou Mariko, majeure de sa promotion maths, physique, chimie, sortie en 1989 de l'ENSUP, actuellement enseignante. Mme Dabo Fatou Kouyaté, ancien conducteur de train, travaille actuellement au laboratoire de EDMSA. Après son DUT, suit actuellement des cours pour être ingénieur. Mme Berthe Awadjakite, ingénieure spécialiste en électronique, travaillait avec Alcatel, se trouve actuellement à l'AGETIC pour développer le point ML. Toutes ces femmes remarquables ont incité les jeunes filles à bien travailler à l'école, à épouser les filières scientifiques et technologiques sans se sous-estimer. Vous conviendrez avec moi que la tâche est ardue et requiert une mutualisation des actions. J'en appelle à tous les acteurs de l'éducation, gouvernement, partenaires techniques et financiers, ONG et associations, à œuvrer ensemble dans une synergie afin que les femmes et les filles puissent acquérir les connaissances nécessaires et contribuer pleinement et de façon efficiente à l'émergence d'un Mali nouveau, d'une Afrique nouvelle. J'invite chacune et chacun de vous à méditer sur cette réflexion qui dit « Une femme instruite est une femme ouverte au monde moderne, un rayon de lumière au foyer. » Et pour lier l'acte à la parole, à titre d'encouragement, des prix et des cadeaux ont été offerts à 5 filles par la Fondation Orange. Il s'agit de Safiatou Traoré, sortie d'une école de couturière majeure de sa promotion. Elle a reçu une machine à coudre. Fanta Sek, qui a passé au DF cette année avec 16,17 de moyenne, a reçu un ordinateur et plusieurs matériels didactiques. Madja Diara, titulaire du DF 2014 avec 17,33 de moyenne, a reçu un ordinateur et des matériels didactiques. Handicapés visuels, les ressortissants maliens vivant en France lui ont offert la somme symbolique de 50 000 francs CFA. Les bacheliers Fatmata Dama 15,14 terminal sciences exactes et Roukiatou Koulibaly 15,94 terminal sciences expérimentales ont aussi reçu chacune un ordinateur et des matériels didactiques. Et puis les défilés des différentes communautés africaines vivant au Mali ont aussi meublé la cérémonie. Un sketch relatif au thème de cette journée de la panafricaine, la fanfare féminine, les communicateurs traditionnels et l'ensemble instrumental national ont tous apporté leur touche à cette journée mémorable du 31 juillet.
Et nous revenons sur ce reportage dont vous avez vu seulement un petit bout. Il s'agit du reportage portant sur la rencontre du haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif, échange avec les femmes leaders d'associations. Modibo Keïta était venu au centre Awa Keïta pour informer ces femmes sur le processus de pourparlers d'Alger. On va regarder maintenant le reportage de Alpha Maïga. La question du faible taux d'implication des femmes dans le processus de pourparlers d'Alger, c'est là l'objectif premier de cette rencontre. Une rencontre qui a réuni dans la même salle deux groupes. Il s'agit du haut représentant du président de la République pour le dialogue accompagné de ses proches collaborateurs et les leaders des femmes d'associations de la plateforme pour la paix. Sur le sujet, le grand commis de l'État a été très explicite. Quant à votre représentation, j'avais écrit au Haut Conseil des collectivités en lui demandant de me proposer parmi ses conseillers 2 représentants du Nord, mais en faisant figurer au moins une femme. J'ai écrit la même lettre à l'Assemblée nationale, la même lettre au Conseil économique, social et culturel, la même lettre à la CAFO et la même lettre au Conseil national des jeunes pour leur dire je souhaite avoir une représentation des communautés, faites-moi des propositions. Mais ils savaient très bien que ce n'était pas pour aller avec nous, mais ils s'attendent à ce qu'ils aillent pour les négociations. Bon, maintenant, il faut qu'on sache que si les négociations se passaient à Bamako, il n'y a pas de limitation de nombre. Mais si ça se passe en Algérie, et si nous ne voulons pas donner la preuve que nous allons, si vous voulez, assommer les mouvements armés, nous sommes obligés aussi de tenir compte de la proportion de nos délégations. Supposez que nous amenions 100, qu'eux ils soient une vingtaine. Est-ce qu'on peut soutenir qu'il s'agit de pourparlers intermaliens? Donc je crois que nous devons réfléchir à ça et prendre en considération vos préoccupations, enrichir et élargir la délégation, mais en vous donnant l'assurance qu'en aucun moment nous n'avons nourri l'ambition de vous exclure. Madame Maïga Sina Damba, au nom des femmes, s'est réjouie des explications données au cours de la rencontre. Une rencontre qui, pour les différentes femmes qui ont intervenu, leur a permis d'être mieux édifiées sur le choix des femmes. En clair, pour elles, il y a eu une incompréhension due à un déficit de communication. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui plus que jamais, le pays a besoin de tous ses fils pour surmonter les difficultés et les femmes ne resteront pas les bras croisés. Notre objectif étant que la paix, la stabilité que nous recherchons, ça coûte cher la paix, mais nous sommes prêtes, nous femmes du Mali aujourd'hui, à nous engager dans ce processus-là entièrement, sans calcul. Nous sommes des citoyennes à part entière, nous sommes concernés par cette crise-là et nous voulons contribuer à trouver les solutions aux côtés de nos autorités. Au terme des échanges, le haut représentant du président de la République a signé la couverture de la paix sous le regard des femmes en attendant le retour de la paix au Mali. Le Mali, une nation où l'histoire nous enseigne que chaque fois que nous avons été divisés, nous avons souffert, nous avons peiné. C'était à Sikasso, à Tondibi. Chaque fois que nous sommes unis, nous avons triomphé. C'était le 22 septembre 1960, disait un homme de culture. Et nous restons encore avec les femmes, et justement au moment où les Maliennes célébraient hier 31 juillet la journée panafricaine des femmes, le gouvernement malien adoptait juste la veille un projet de loi visant à augmenter le taux de représentativité des femmes aux instances de décision, une mesure accueillie par les Maliennes comme étant l'aboutissement d'un combat, un point de gagné. Toutefois, les femmes poussent loin en fixant comme but tout simplement l'obtention de la parité. Dossier signé Mohamed Diarra. Les femmes représentent plus de la moitié de la population malienne. Malgré cette supériorité numérique, elles sont très faiblement représentées dans les instances de prise de décision. En 1959, il y avait une femme sur 80 députés à l'Assemblée nationale. Et à la Première République, il y avait 2 femmes sur 80 députés également. C'était 2,50%. Et c'est avec la Deuxième République, on était à 5 femmes sur 82 députés, soit 6,9%. C'est avec la Troisième République, avec l'avènement de la démocratie en 92, qu'on a pu avoir 3 femmes sur 80 députés. Et en 97, il y avait déjà 18 femmes. Nous sommes une société qui évolue et qui aspire au développement.
Donc je pense qu'il est de l'intérêt de tout le monde que même si parité homme-femme n'est pas totalement atteint, qu'il y ait un taux raisonnable des femmes dans les postes de commandement. Aujourd'hui, elles sont moins de 15% à être présentes dans les instances de décision. 5 femmes ministres sur 31 sur les 147 députés, seulement 14 femmes siègent à l'hémicycle. Elles sont 927 sur plus de 10 000 élus locaux. Certains facteurs expliquent bien ce tas de fait. L'analphabétisme, n'est-ce pas, des femmes, c'est également un problème moins important. Il y a également l'insuffisance des capacités, n'est-ce pas, des femmes. Il y a la méconnaissance des politiques. Et c'est ce qui fait que nous, dans notre projet, on a disséminé un peu, on a porté l'information par rapport à la loi électorale et à la charte, n'est-ce pas, des partis politiques. Il y a également le code de bonne conduite genre également qui a été distribué au niveau des femmes pour qu'elles sachent, n'est-ce pas, comment se comporter, n'est-ce pas, en politique. Il y a également la mauvaise compréhension du leadership féminin. Le Mali est pourtant signataire de plusieurs traités et conventions visant la promotion du genre. L'application de ce texte pose problème. Depuis toujours, les facteurs socioculturels existent. C'est la première entrave d'ailleurs à l'émergence de la femme au Mali. Depuis toujours, nous procédons aussi à la sensibilisation. Faire comprendre à différents niveaux qu'il faut obligatoirement et nécessairement la participation de la femme au processus de développement. Je suis d'accord par rapport au socioculturel, par rapport à nos traditions, par rapport à nos us et coutumes qui confinent vraiment la femme à un faible statut. Vraiment, on peut dire que ça c'est un goulot d'étranglement, mais ça c'est par rapport à la prise en compte des lois. Donc en fait, si c'est la prise en compte vraiment des lois, mais les gens pensent qu'on veut mettre en œuvre un changement radical. Donc si ce n'est pas la prise en compte des lois, mais dans les administrations, au niveau de la société civile, il y a des compétences féminines un peu partout. Mais si le politique veut, ça se réalise. Ce combat que mènent les femmes depuis plus de 50 ans commence pourtant à porter fruit. Le 30 juillet dernier, c'est-à-dire à la veille de la célébration de la panafricaine, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un projet de loi instituant un train de mesures. Ces mesures sont destinées à promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Même si le projet est muet sur le quota qui doit être accordé, les femmes estiment qu'un grand pas est franchi. Celles-ci réclament un taux de représentativité de plus de 30%. Bien évidemment que c'est possible, mais il ne faut pas aussi trop rêver parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent constituer des blocages ou des entraves. Et donc ces facteurs, on peut énumérer quelques facteurs. Nous avons le poids de nos traditions, nous avons aussi le poids de la religion et nous avons aussi le refus de certains conjoints à ce que leurs femmes travaillent ou occupent certains postes. Donc le 30% est un taux raisonnable. Les 35%, ça a été mis à discussion. Ce n'est pas un rêve. Moi, je pense que si la volonté politique est là, ça ne posera pas de problème parce que c'est les textes qui le disent. Vraiment, c'est un grand pas. Et j'ai été assez soulagée, assez fière de comprendre, de voir que nos autorités, cette fois-ci, ont voulu prendre le taureau par les cornes. Ça veut dire que notre sensibilisation a porté. Nous ne voulons pas du tout, en tout cas, à ce qui me concerne, ce n'est pas un bras de fer, c'est un souci de développement. Les femmes ne comptent pas donc baisser les bras dans leur plaidoyer pour leur émergence. Et puis ce communiqué qui indique que c'est avec une immense joie que la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, a pris connaissance de l'adoption par le gouvernement du projet de loi instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Cette loi, adoptée en faveur de l'amélioration des statuts de la femme malienne, démontre l'ouverture de nos plus hautes autorités à faire avancer une problématique qui, de nos jours, constitue non seulement un droit et une exigence démocratique, mais aussi un défi institutionnel pour un état de droit. Les femmes membres de la CAFO tiennent, dans ce communiqué, à exprimer toute leur satisfaction et l'espoir de voir d'autres textes soucieux d'équité d'adopter
adoptée pour l'équilibre de notre société qui, aujourd'hui, a plus que jamais besoin de l'apport de tous et de toutes, conclut le communiqué de la CAFO. Diversification des ressources énergétiques au Mali, le processus est en cours avec une nouvelle distillerie qui se profile à l'horizon. Elle devra donner au quotidien quelques 5000 litres de carburant issus de nos produits agricoles. Le ministre de l'Énergie était hier à Sikasso et c'était pour le lancement des travaux de construction de l'usine, travaux qui dureront 6 mois avec un coût de réalisation de plus de 350 millions de francs CFA. Abdelrahman Maïga et Tchédje Kamara, nos envoyés spéciaux à Sikasso. En procédant à la pose de la première pierre de la distillerie de Sikasso, le ministre de l'Énergie répond à 2 préoccupations des plus hautes autorités de notre pays. La première concerne la transformation des produits agricoles en bioéthanol avec à la clé une production journalière de 5000 litres. Quant à la seconde, elle concerne la lutte contre l'exode rural à travers la création de plus de 48 emplois permanents et plus de 100 emplois indirects. La concrétisation de cette unité viendra combler nos attentes en matière de création d'emplois, encore une fois de plus, à dissiper nos soucis pour les pertes énormes que nous constatons pour la filière mangue. Bâtie sur une superficie de 2 hectares, cette infrastructure qui sera inaugurée dans 6 mois coûtera plus de 350 millions de francs CFA. Elle est le fruit de la coopération entre l'Agence nationale des biocarburants et EcoPower d'une part, et d'autre part entre l'entreprise Abdoulaye Diawara, promotrice de cette distillerie, et Irimex SA. L'usine de Sikasso sera l'usine principale qui va travailler en chaîne de valeur avec les autres distilleries dont nous avions déjà élaboré la carte pour soutenir l'activité. Pour le ministre de l'Énergie, cette infrastructure répond à une des sollicitations de son département, en ce sens qu'elle permet désormais une diversification énergétique avec en toile de fond la lutte contre la destruction de l'environnement. Dans ce contexte, la technologie de production d'énergie propre à partir du bioéthanol, très innovante et promoteuse pour le développement des services énergétiques accessibles au plus grand nombre de la population et aux activités socio-économiques, objectif global de la politique énergétique nationale. La réalisation de cette unité industrielle sera le point de départ d'une révolution dans le secteur énergétique et du coup, elle favorisera le développement de la 3e région économique du Mali. Ensemble, nous sommes un peuple. C'est le nom d'une plateforme comprenant une 60aine d'associations. Ses membres viennent d'exécuter un projet dénommé Marmite de l'unité et de la réconciliation nationale. Ce projet consistait à offrir des repas aux populations pendant le mois de Ramadan. Après l'opération qui s'est bien déroulée, dit-on, ses initiateurs sont venus remercier le département de l'économie numérique, de l'information et de la communication pour son implication dans cette action humanitaire. Garibou, Pérou, est allé voir pour l'actualité. Le bilan du projet Marmite de l'unité et de la réconciliation nationale est jugé positif. Ce projet qui consiste à organiser les ruptures de jeunes dans plusieurs quartiers de Bamako, suivi des messages sur les vertus de la paix, de l'unité et de la réconciliation nationale. Le projet a été exécuté au nom de la plateforme Ensemble nous sommes un peuple. La plateforme regroupe aujourd'hui en son sein une 60aine d'associations. Et nous sommes toujours en train d'être rejoints par diverses associations encore, pour fédérer les forces et aller dans le sens de la paix et de la réconciliation pour le Mali. L'ensemble des associations de la plateforme Ensemble nous sommes un peuple vous accompagnera et vous emmènera plus auprès de la population. Cette distribution de nourriture et ces messages de paix ainsi initiés par la plateforme cadre avec le processus de réconciliation nationale enclenché par le gouvernement du Mali. Ces jeunes rassemblés sous la plateforme Tous ensemble nous sommes un peuple, organisés dans chaque quartier de Bamako, tous les jours, tous les soirs, des ruptures de jeûne. Ils sont simplement venus apporter à manger aux différents habitants des quartiers. Nous avons estimé que c'était une initiative qu'il fallait soutenir parce que vous savez que la grande cause nationale aujourd'hui, c'est la réconciliation, la cohésion nationale. Outre ce projet qui vient d'être exécuté, la plateforme a 8 autres projets. Dans les jours à venir, elle va ouvrir une campagne de sensibilisation audiovisuelle, la Nuit du Mali pour l'unité et la réconciliation, télé-réalité Les rêves d'un citoyen et Sidafoot 2015 pour la paix au Mali, entre autres. Investis d'une mission noble, les membres de la plateforme doivent s'armer davantage de patience car il s'agit d'un acte patriotique.
Les pourparlers intermaliens à Alger, on en parle encore avec les efforts consentis par la presse dans le processus de réconciliation. Les responsables des médias maliens étaient à la maison de la presse pour, disent-ils, restituer à la base le contenu de ces échanges. Un reportage de Agali Aguissa. Cette conférence initiée par la Maison de la Presse vise à informer les journalistes sur le contenu des échanges entre le chef de l'État et les patrons des médias. Le président, dans ses propos, nous avons retenu un certain nombre de points. D'abord, il tenait à la souveraineté du pays, à l'intégrité territoriale du pays, au caractère laïque et républicain du pays. Donc, selon lui, ça c'était des points qui ne sont pas à négocier. Le président lui-même a reconnu les efforts consentis par la presse dans la résolution de la crise malienne. Les confrères n'ont pas manqué d'évoquer certaines de leurs préoccupations de l'heure et l'accompagnement des journalistes dans l'accomplissement de leur mission. Les responsables de la presse entendent désormais perpétuer les rencontres du genre dans le seul but de contribuer au processus de négociation pour une paix définitive au Mali. Le forum international organisé par l'Union catholique africaine de presse s'est tenu cette semaine ici à Bamako. 2 jours d'échange à l'issue desquels le ministre des Affaires religieuses et du culte a offert un déjeuner aux 100 participants venus de 25 pays d'Afrique. Nous écoutons le ministre Thierno Amadou Omar As Diallo et il est au micro de Agali Aguissa. Il a été dit par le Fils de l'homme. Seront à ma droite ceux qui auront à donner à boire, à manger, à visiter, à soigner l'autre. Et donc je me suis dit, puisque je vais être à la droite, il est bon de donner à manger, à boire. Mais au nom toujours du président de la République, du chef du gouvernement. Mais aussi, je crois bien, c'est profiter de ces moments pour parler à la presse. Cette presse qui a tant fait pour le Mali, vous le savez, dans sa démocratie naissante en 91. Cette presse africaine qui se recherche, mais qui a de très bonnes graines. Tout n'est pas livré. C'est parce qu'ils avaient souhaité se rendre dans ce pays qui a été, il y a juste quelques années, un fleuron, une beauté de ce qu'est la stabilité et qui, par l'effet du hasard, a connu des moments de sursaut négatifs. Mais puisqu'ils ont cru en ce pays, ils se sont dit non, ce pays peut se retrouver parce qu'en ce pays, il y a la foi. En ce pays, il y a des valeurs. Alors ils se sont dit, nous tenons à traduire en fait la promesse tenue en 1993, venir tenir cette assemblée au Mali. Et si vous êtes à Bamako, vous avez certainement raté une bonne partie de ce journal par manque d'électricité. La coupe générale d'électricité que la capitale vient de connaître est due à un incident survenu sur les installations du poste de Kodjalani. Le poste de Kodjalani qui permet au barrage de Manantali de fournir de l'électricité à Bamako. Comme vous le constatez, les choses sont rentrées certainement dans l'ordre chez vous, nous l'espérons, et bien présente ses excuses à sa clientèle. Dans le cadre de ces prises de contact, le nouveau commandant du théâtre des opérations, le colonel-major Younousi Barazi Maïga, s'est rendu dans le secteur 1 de l'opération Maliba qui regroupe les différents postes de commandement de la région de Gao. Il s'agissait pour lui de s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes, mais aussi et surtout de leur livrer sa vision pour la réussite des futures missions de Gao. La correspondance de Drissa Kone. Dès sa prise de commandement le 3 juillet dernier à la tête de l'opération Maliba, le colonel-major Younousa Barazi Maïga a entamé une vaste campagne de sensibilisation sur le théâtre. De Gao en passant par Ansongo, Labezanga, Al-Mustrat, Bourem, Tombouctou et Douanzan dans la région de Mopti, le message était le même. J'ai tenu dans un langage franc et sincère aux hommes à rappeler nos devoirs de loyauté vis-à-vis de l'État malien, de la protection de l'unité et de la souveraineté nationale, de la sécurisation des populations et de leurs biens, et surtout la protection de l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice ultime. Les hommes du rang, les sous-officiers et les officiers se réjouissent de cette promptitude, mais aussi le rappel au devoir. Ça ne fait que rehausser le moral de la troupe. Première observation. Deuxième observation, ça peut carrément les remettre en confiance. Il n'y a aucune raison que nous échouions
malgré les difficultés. Donc je dis tout simplement à la troupe qu'on s'arme de courage, qu'on se réarme moralement et que nous défendons nos territoires coûte que coûte, malgré les oppositions. La visite a été vraiment instructive parce qu'il a eu à rappeler beaucoup de situations vraiment qui nous ont permis d'apprécier autrement la situation présente et vraiment donner de nouvelles directives et surtout des conseils. Dans cette émission, les doyens se doivent toujours de rappeler la gloire de notre Maliba aux jeunes. À Tombouctou, le commandant de la prévôté de la gendarmerie s'est prêté à cet exercice aux plus jeunes. Je vous donne un exemple, le Mali a été le premier pays à voler au secours d'un pays africain. Au Congo, l'avion, les pilotes, les soldats, la tenue, tout le monde était malien. Ils étaient applaudis comme des djinns. Les militaires et paramilitaires engagés sur le théâtre ont souhaité la pérennisation de ce genre d'action, ne serait-ce que pour leur réarmement moral. À l'autre bout du pays, le gouverneur de la région de Kaye a donné mercredi dernier le premier coup de l'arme des travaux d'entretien de la route Kaye-Sadiola, une route longue de 80 km, entièrement financée par les sociétés des mines d'or de Sadiola et de Yatela, et ça à plus de 780 millions de francs CFA. Les travaux seront exécutés par 2 entreprises maliennes. Correspondance Siaka Konaté. Plus de 2 heures pour parcourir les tronçons Kaye-Sadiola long de 80 km. C'est une lapalissade de dire que cette route est en mauvais état. Pour soulager les usagers et leur permettre de circuler en toute sécurité, la société de la mine d'or de Sadiola, CEMOS, et celle de Yatela ont décidé d'investir 786 millions de francs CFA dans son entretien. As well as the people living in the communes around Sadiola and Yatela. Nous avions donné aussi l'engagement que nous allons continuer à faire une maintenance continue de la route. Et nous allons faire en sorte que ça ne va pas être simplement une maintenance une fois, ça va être une maintenance continue. Et ce contrat a été déjà conclu pour que la route ne soit plus dégradée à cet état. Les travaux ont été confiés à 2 entreprises maliennes, la Somagec et la Société malienne des forages et travaux publics, SFTP, ce qui va créer des emplois et booster l'économie locale. C'est réjoui le maire de la commune de Sadiola, Mamadou Makalou, qui souhaite toutefois le bitumage de la route Kaye-Sadiola-Kenyeba. Cela fait partie des priorités des autorités, répond le gouverneur des régions, avant de saluer cette initiative citoyenne de la CEMOS. C'est donc l'occasion pour moi de féliciter et de remercier le directeur général de la CEMOS et de Yatela SA. Vous savez, c'était un projet structurant et je l'ai assuré, je le rassure encore, que je serai à ses côtés systématiquement pour ce genre de projet structurant. Ce n'est pas seulement la CEMOS ou Sadiola qui va bénéficier de ce projet-là, mais toute la région et allant tout le Mali. Tout le monde souhaite le bitumage de la route Kaye-Sadiola-Kenyeba. Le gouvernement a cela en bonne place sur la table. Et le projet, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va démarrer exactement, mais c'est dans les priorités du gouvernement. Un travail de qualité et le respect des délais contractuels, ce sont des engagements pris par les 2 entreprises auxquels le président du syndicat des transporteurs de Kaye, Bidi Maïga, demande d'associer au projet les transporteurs locaux, une requête soutenue par le gouverneur des régions. Le directeur général des impôts, dans un communiqué déposé à notre rédaction, rappelle aux contribuables et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, que le remplissage de l'annexe 1.1 est obligatoire. Il doit impérativement accompagner chaque mois le formulaire de déclaration de la TVA. Le directeur général des impôts en appelle au civisme fiscal de tous les assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Et puis, cette bonne nouvelle pour les Maliens, notre compatriote Aman Niang vient d'être plébiscité à la tête de FIBA Afrique pour un mandat de 5 ans. Cette élection a eu lieu ce matin à Antananarivo, à Madagascar. C'était lors du 16e congrès de FIBA Afrique. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports est le premier Malien à avoir une telle confiance dans une instance sportive africaine. Il succède au Congolais Dieudonné Maboussa Essaka. Cette élection de Aman Niang a été saluée dans les milieux sportifs au Mali pour le président du Comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko. L'élection de Aman Niang à la tête de FIBA Afrique est une bonne chose pour le Mali, pour le sport malien
et pour l'Afrique. Cet honneur fait au peuple malien est un défi que le mouvement sportif et le basket malien doivent relever, a-t-il conclu. La Fédération malienne de football, l'Association des journalistes sportifs du Mali, l'Union des femmes et reporters sportives d'Afrique se réjouissent également tous de cette élection de Amad Niang à la tête de FIBA Afrique et lui assure tout leur soutien pour l'accomplissement de sa mission. Félicitations également de la rédaction de Mali Actualité. Maintenant, le football, les dames de l'AS Mandé enlèvent le trophée de la 3e édition de la Coupe du Mali féminin 2014. L'AS Mandé a battu hier l'AS Real par le score de 6-2. Abdul Karim Kaba nous fait le résumé de la rencontre. Et de 2 pour les dames de l'AS Mandé. Les Mandékas ont gagné 6-2 face à l'AS Real. Et pourtant, ce sont les réalistes qui avaient ouvert les hostilités dès la 4e minute. Suite à un coup franc, Binta Diarra ouvre la marque pour le Real. Durant 30 minutes, les Noirs et Blancs ont tenu bon. Et à la 34e minute, la machine de l'AS Mandé démarre. Hawanene Conté montre la voie en inscrivant le premier but. Elle récidive 3 minutes plus tard. Dans les heures de jeu de la première mi-temps, Awa Tangara établit la parité. 2 buts partout, résultat à la pause. En seconde période, Mandé confirme son statut de favori. 70e minute, Fatma Tadjara marque le 3e but des jaunes et noirs. 81e, Awanene Conté signe son triplé, le 4e but du Mandé. Bassira Touré complétera le tableau à 6, au 86e et 89e minute de jeu. L'AS Mandé s'impose donc 6-2. Nous sommes encombrés de joie parce que l'équipe adverse dont on a affronté, ils ont beaucoup parlé dans les quartiers qu'ils vont nous battre, que Mandé ne peut plus les battre, qu'ils donnent 2 ans à Mandé. Après les 2 ans, que Mandé ne pourra plus les battre. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de les marquer 6-2 parce que nous sommes forts. À Bamako ici, il n'y a personne qui peut battre le Mandé. Nous sommes les meilleurs. On a bien tenu à la première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, vraiment, ça ne va pas du tout. Tous les jeux se plaignent. Comme on a joué à 14h, on n'a jamais joué. Peut-être c'est ça. Ainsi, l'AS Mandé enlève le trophée de la 3e édition de la Coupe du Mali. Une coupe qu'elle avait déjà remportée en 2012. Finale Coupe du Mali, cette fois-ci nous en parlons avec les messieurs et c'était la 54e édition, toujours hier au stade Bodibo Keita. Les 11 créateurs de Nyarela ont remporté le trophée devant le Djoliba AC 1-0. L'événement a été présidé par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keita. Retour sur cette finale avec Seragatou Sissé. Jour de gloire pour les 11 créateurs de Nyarela en ce jeudi 31 juillet 2014. Les pensionnaires de Nyarela, après l'échec de 2012, s'adjugent le trophée de la Coupe du Mali de football pour la première fois aux dépens du Djoliba Assi, 1-0. À la 52e minute, suite à un bon mouvement d'ensemble, Souleymane Sissoko catapulte le ballon dans les buts vides. Les Rouges bousculent et obtiennent un pénalty consécutif à une faute sur l'avancante Hamiru Siniaoko. Il se rend justice et tire au-dessus. Le Djoliba ne se remettra pas de ce coup de poignard. On a gagné contre les Serbes, pourquoi pas les autres? Donc il faut aller, il faut croire. J'ai fait croire aux jeunes et ça a marché. J'ai dit cette coupe à toute la génération de Mourlé et qui actuellement ils entraînent le club. Ça doit être une évolution maintenant pour dire que toutes les équipes, tous les clubs peuvent remporter la coupe et pourquoi pas être un jour champion. On vient de rater un penalty, on a raté 2 occasions en première mi-temps. On aurait pu terminer le match 2-0 en première mi-temps, mais c'est ça le football. C'est la chance, c'est Dieu qui a voulu. Félicitations pour 11 créateurs. Comme lors des éditions de 1989 et 1990, le Djoliba AC perd 2 fois d'affilée le trophée de Dame Coupe. Les 11 créateurs de Nyarela vainqueurs et le Djoliba AC finaliste représenteront le Mali à la Coupe de la Confédération la saison prochaine.
On va quitter maintenant le terrain, mais nous restons encore sport avec l'opérateur économique Dramane Nimaga qui a offert des équipements sportifs au ministère des Sports pour soutenir le sport scolaire et universitaire au Mali pour une valeur de 3 500 000 francs CFA. Dans le même registre, l'ambassade d'Afrique du Sud au Mali a remis à son tour un chèque de plus de 2 millions de francs CFA pour la mise en place du nouveau bureau de la Fédération malienne de sport scolaire et universitaire dans notre pays. Compte rendu, Mamoudou Dante. Environ 2,5 millions de francs CFA pour la mise en place du premier bureau de la Fédération malienne des sports scolaires et universitaires dans notre pays. Telle est la contribution de l'Afrique du Sud afin de promouvoir la coopération entre le Mali et les pays de Nelson Mandela. Avec ces chèques, le ministre des Sports, Ousseini Amion Guindo, rassure que tous les moyens seront déployés pour le développement du sport scolaire et universitaire. Le sport, c'est une matière, c'est nouveau où les gens se trouvent, où les gens sont toujours ensemble. C'est une matière où il n'y a pas de peur, il n'y a pas de sonrail, c'est juste les Maliens jouer. Si un joueur il fait une but pendant la match, c'est le but de Malien, c'est pas le but de cette personne-là. Dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, il nous a été recommandé, en tout cas pour soutenir le sport, d'aller dans le cadre du partenariat public-privé, ce qui explique notre démarche envers Mondial Sport. Et il nous a aussi été demandé de développer la coopération, d'aller dans le sens de la coopération pour soutenir effectivement les activités physiques et sportives. Auparavant, le ministre des Sports avait reçu d'importants équipements sportifs composés de 16 jets de maillots et 18 ballons offerts par l'opérateur économique Dramane Nimaga de Mondial Sport pour relancer des compétitions sportives au milieu scolaire et universitaire dans notre pays. Nous sommes là pour soutenir les jeunes sportifs universitaires dans leur sport. Donc nous sommes ravis de faire ce don et nous allons faire encore plus. Une page noire, le monde judiciaire qui est en deuil. Moussa Bagayoko, procureur général près la cour d'appel de Caille, n'est plus. Il a été décoré officier de l'ordre national à titre posthume. Ses obsèques ont eu lieu à Dossola, son village natal, dans l'arrondissement de Kéléa. Les parents, amis et collègues sont allés lui rendre un dernier hommage. De retour de Dossola, Youssouf Diarra et Batraoré. Moussa Fadama Bagayoko, procureur général près la cour d'appel de Caille, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du Mali à titre posthume. Né en 1957 à Dossola, Moussa Bagayoko a eu un cursus scolaire bien rempli qui sera sanctionné par l'obtention d'une maîtrise en droit privé. Il passe avec brio au concours d'entrée au Centre national de formation des magistrats. Le parcours du procureur est assez éloquent. C'est en juin 1995 qu'il fut nommé pour la première fois procureur de la République du tribunal de première instance de Gao, soit plus de 15 ans après en avoir porté le titre. En 2000, la cour d'appel de Mopti l'accueillera comme avocat général. Puis il revint à Bamako en 2004, successivement comme substitut du procureur de la République de la commune 3 et comme avocat général. Il exercera ses dernières fonctions jusqu'en septembre 2012, où il fut nommé procureur général près la cour d'appel de Caille. Ses amis et anciens collaborateurs témoignent. Vous l'avez entendu ici à travers tous les témoignages, qu'il s'agisse de ses condisciples à l'école, de ses collègues magistrats ou des simples citoyens de son village. Tout le monde est unanime à reconnaître que c'était un homme droit et bon.
La culture africaine également en deux. L'artiste Suleiman Koli de Koteba est décédé ce vendredi à Conakry. Suleiman Koli a succombé à une crise cardiaque dans la matinée à son domicile dans la banlieue de Conakry. Né en 1944 à Zélékoré, il était à la fois réalisateur, chorégraphe, scénariste et musicien. C'est en 1974 qu'il fonde l'ensemble Koteba d'Abidjan, une compagnie de théâtre populaire sur la scène artistique africaine. À travers cette disparition, l'Afrique vient de perdre un monument de la culture dans toute sa diversité. Ainsi va le monde. Ce journal s'achève. Le prochain rendez-vous avec l'info demain 13h avec Amar Amel Diallo. Inch'Allah, on se retrouve pour l'édition du soir, 20h. Merci, bon week-end.